Bienvenue dans le JDF, le journal du fight, émission que j'ai le plaisir et l'honneur de présenter toujours avec monsieur Guillaume Pelletier, le manager de la Bulgaria Top Team. Guillaume, comment ça va? Ça va très très bien, merci beaucoup et tout le plaisir est pour moi, monsieur Kevin Melki. Épisode 25, Guillaume. Ça y est, on a dépassé les 24 heures ensemble sur ce podcast. Donc, Ouais. faites péter les Surtout, likes. ce qui est bien, c'est qu'on a tenu parole auprès de notre communauté, auprès des abonnés. On leur a promis d'être là toutes les semaines. C'est pas toujours facile, toi-même, tu sais en interne qu'on a des obligations, des trucs à respecter, tout ça, mais on est là. On fait le travail et on espère que vous apprécierez, les gars. Alors JDF donc 25, on va commencer donc par la news concernant Benoît Saint-Denis euh, qui a re-signé son contrat, du coup prolongé à l'UFC. Alors je pense que tout le monde a envie de savoir sans forcément rentrer dans les détails. Les négociations se sont bien passées. J'imagine que si elles ont été concluantes et qu'on le retrouve sur l'UFC Paris, c'est que tout s'est bien passé, Guillaume. Ouais, ça s'est très bien passé. Sincèrement, ça s'est très très bien passé. Il y a eu une petite guerre qui a été faite parce que, bah, tu sais comment c'est, hein, dans une négociation, chacun veut tirer la couverture de son côté. Après avoir longuement discuté avec le matchmaker de l'UFC, lui avoir affiché nos ambitions et cetera, ça a été très simple finalement. Il a vachement accroché au projet, il a vachement accroché aux ambitions, il a tout validé et voilà, ça a été rapide, ça a été finalement assez rapide. Il y a eu une période de quelques jours pendant laquelle, tu sais, commencer dans des négociations, plus personne ne veut faire le premier pas et revenir vers l'autre. Tu vois la situation, tu as l'impression qu'elle est un peu figée et d'un seul coup, bim, on revient vers toi et on te dit: «Bon, bah, écoute, ça y est, on accepte, toutes les conditions que tu as demandées» et ça, c'est cool ça. Et est-ce que dans le management, négocier avec l'UFC, c'est le plus dur? Bah, finalement, non, pour être très honnête avec toi. Pour être très honnête avec toi, aujourd'hui, c'est d'une simplicité incroyable avec l'UFC. Il faut savoir que j'ai refusé une offre pour un combattant de la BTT la semaine dernière. Là, je suis en discussion pour un autre combattant de la BTT, pour l'UFC Paris. Je suis en discussion pour un autre combattant de la BTT pour l'UFC Abu Dhabi. Aujourd'hui, comment dirais-je? J'ai un peu l'impression que l'UFC, c'est l'organisation avec laquelle c'est la plus dure pour ouvrir la porte. Parfois, tu sais, il faut casser la porte pour rentrer. Sauf qu'une fois que c'est fait, une fois que la confiance est installée, tout se passe très bien. Et aujourd'hui, je t'avouerai que moi, je suis dans une situation avec l'UFC que je kiffe totalement. Très très bonne entente et voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc non, 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 pour être très honnête avec toi, j'ai connu des organisations avec lesquelles il a été plus dur de travailler. Non, non, tout se passe très bien. Super. Donc Benoît Saint-Denis sur la carte donc de l'UFC Paris le 2 septembre face à Thiago Moises. Ben c'est un banger hein, ce combat. Franchement, est-ce que tu t'attendais à cet adversaire? Et qu'est-ce que tu en penses toi du match-up en lui-même? Je pense que c'est ce que tout le monde a envie de savoir dans le JDF. Alors moi, pour moi, hein, et ce n'est que mon avis encore une fois, hein, je pense que c'est un des meilleurs match-ups qu'on pouvait envisager. Je pense que les qualités de Benoît, opposées à celles, pardon, de Thiago Moises, font que c'est un vrai bon combat pour nous. Et c'est là où je suis méfiant finalement, tu vois? Parce qu'en fait, nous, on a toujours été dans la position un petit peu de challenger dans laquelle on pensait que Benoît allait perdre. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation dans laquelle, Benoît, je pense, va être favori pour ce combat. Tiens, d'ailleurs, attends, je vais aller voir les statistiques sur Tapology. Mais voilà, c'est un très, très bon combat, sincèrement. C'est un combat que je voulais faire, que je voulais mettre en place. C'est un combat qui a été proposé lors des négociations et qui a été validé et je suis ravi. Regarde, Benoît Saint-Denis est donné gagnant à 80 selon le vote des personnes sur Tapology. D'accord. Justement, moi je regardais un petit peu la fiche de Thiago Moises, donc c'est 17 victoires, 6 défaites. Thiago Moises, je pense que nous, les fans du MMA, on le connaît tous par rapport à justement le combat qu'il a eu contre Islam Makhachev, où c'est l'un
des seuls combattants, j'ai envie de dire, avec, comment il s'appelle, avec Arman Saroukian, qui vraiment a posé de gros soucis à Islam sur la lutte. Thiago Moises a pris le dos, donc il est ceinture noire de JJB. Donc là, c'est très très fort niveau sol. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce match-up, justement, j'en parlais avec un auditeur, c'est que en fait, Benoît, là, et pour le coup, s'il finalise Thiago Moises, ça peut être vraiment incroyable pour la suite. Parce que rendez-vous compte que Islam Makhachev n'a pas réussi à finaliser Thiago Moises. Ça pour moi, c'est quelque chose qui va être extrêmement révélateur pour la suite, tu vois. Parce qu'on sait que Benoît, il Alors, vise la ceinture. Qu'est-ce que t'en penses, alors, toi? Islam Makhachev, pour te répondre, il a finalisé Moïse par soumission dans la quatrième reprise, en étranglement arrière. Ah, c'était un 5 Ouais, rounds? ouais, c'était en 5 reprises et il l'a fait dans la quatrième. Alors, Donc, autant pour si moi. tu veux, non, mais si tu veux qu'on sorte un élément de comparaison, ben, on va dire Makhachev n'a pas réussi à soumettre ou à finaliser Moïse pendant les 3 premières reprises, chose que je Ok. l'espère fera Benoît. Et voilà. Non, mais clairement, Moïse, c'est un combattant qui peut être dangereux si tu ne le respectes pas, en fait. Le problème, c'est que quand tu le regardes comme ça et que tu fais une analyse, tu te dis, bon, c'est un bon combattant, il a des gros points forts, mais il a aussi des grosses faiblesses. Et tu sais, le piège, ça pourrait être de le prendre à la légère. C'est un mec qui, a encore pas si longtemps, il était 14e à l'UFC, tu vois, il était ranké 14e. Donc, si tu es 14e dans la catégorie reine, enfin la plus dure de l'UFC, c'est que clairement, tu es un combattant de très haut niveau. Donc ça, c'est une donnée à ne surtout pas oublier. On a affaire à un combattant de très haut niveau, effectivement, mais je reste persuadé que c'est un très très bon combat pour Benoît Saint-Denis, au vu de ses qualités. Et moi, pour être sincère avec toi, hein, très honnêtement, hein, je vois clairement, mais très 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 clairement, une victoire pardon, de Benoît Saint-Denis, hein. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi clairement. Et en plus, ben là, il y a tout qui est réuni. L'UFC Paris, je veux dire, Benoît, là, il a été actif. Donc, Benoît, on sait que c'est quelque chose qu'il a à cœur d'être actif. Donc, Ouais. là, vraiment, il y a pas mal de choses qui sont réunies pour aller s'imposer et prendre cette victoire. Et là, 2 combats, c'est bien pour Benoît qui, on le rappelle, a quand même, il n'avait pas combattu depuis l'UFC Paris dernier. Donc, la fin d'année, ça fait du bien, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, depuis l'UFC Paris, donc il avait été booké. Malheureusement, bon, comme tu le sais, il s'était blessé. Donc du coup, on a annulé le combat. Derrière, il y a eu une opération qui l'a tenu très éloigné enfin pendant très longtemps des tatamis et donc incapacité de combattre. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans une période quasi rêvée en fait où tous les voyants sont au vert. Grosse prestation de Benoît, gros contrat qui a été renégocié derrière. Bon, de toute façon. Je garderai pas le mystère très longtemps parce que je crois que les salaires sont régulièrement révélés sur les médias. Donc vous saurez tôt ou tard le salaire de Benoît Saint-Denis et vous pourrez constater et confirmer une belle négociation a été faite. Euh, Après, moi, tu te rappelles, j'en avais parlé dans le JDF. J'avais dit le but clairement, c'est de battre Bonfils et d'aller à l'UFC Paris. Malheureusement, il y a toujours une différence. Enfin, il y a parfois une différence entre ce qu'on dit et ce qui se passe, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du MMA et que par conséquent, bah, tu as un risque de blessure, il peut se passer beaucoup de choses. Donc en fait, si tu veux, si tu m'avais demandé mon scénario rêvé, c'est ce que je t'aurais donné, mais sans aucune garantie qu'il puisse se produire, ce scénario, tu vois. Et finalement, bah, aujourd'hui, le scénario rêvé est en train de se réaliser. Donc non, tous les voyants sont au vert. Bon combat. Qu'est-ce que je peux rajouter en toute franchise? Tout est parfait. Tu sais, j'ai envie de rebondir sur ce que tu me dis. Là, bah, justement, c'est la transition parfaite pour parler de l'UFC London. On a Fares Ziam qui affronte Jay Herbert. Pareil, de sa prestation va être en fonction de ce qui va se passer pour lui. Ben, on saura si oui ou non il est sur l'UFC Paris. Et je trouve qu'il y a pas mal de pression quand même pour les Français justement qui combattent pas longtemps avant le mois de septembre en fait. Ils savent que ben, Ouais. il faut s'imposer pour la victoire déjà et aussi sans bobo quoi.
Donc voilà. Bien sûr. Donc Bien UFC. sûr, je Oui, vas-y, comprends. Guillaume. Pardon. Excuse-moi, ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire et effectivement, c'est une pression, effectivement. Maintenant, je pense que la meilleure façon d'aborder un combat juste avant l'UFC Paris est de ne pas penser à l'UFC Paris et de ne pas le fixer comme étant un objectif. Ne fixez pas l'UFC Paris comme étant un objectif, vous allez vous mettre trop de pression sur le fait de bon, attends, faut que je finisse rapidement, faut que je finisse sans bobo. Non, les mecs, c'est du MMA. Faites votre combat, gagnez-le. Si dans le meilleur des cas, ça se passe bien, après, on pourra parler de l'UFC Paris, mais voilà, chaque chose en son temps. Après, pour être très honnête avec toi, hein, pour être vraiment très honnête, euh, moi, à la place du manager de Faresiam, j'aurais pas combattu en Angleterre. J'aurais clairement attendu 1 mois et demi pour être sur l'UFC Paris et par conséquent être un petit peu avantagé par le matchmaking, tu vois. Moi, c'est clairement la stratégie que j'aurais adoptée, hein. Alors là, tu parles en termes de stratégie pour être sur la carte de l'UFC Paris. Guillaume, on rappelle, et je pense que tous les auditeurs du podcast le savent, que tu étais le manager donc de Faresiam. Tu as fait rentrer Fares à l'UFC. Tu as fait Ouais. combien de carrières précisément, combien de combats pardon précisément avec lui? De Tu mémoire, parles tu t'en rappelles? à l'UFC ou dans son ensemble? Dans son ensemble, hein, pour Bah écoute, que les gens se rendent compte. bah regarde, je peux te le dire tout de suite. Ensemble, on a fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 combats ensemble. Sachant que c'est un combattant qui a 17 combats. Donc il a fait 2 tiers de sa carrière avec moi. Et moi, il y a une question que j'ai envie de te poser justement. Qu'est-ce que tu penses de sa carrière justement depuis qu'il est plus chez la Bulgarian Top Team? Bah, si tu veux, c'est un peu délicat comme question parce que je voudrais pas que mes propos soient détournés en mode bah, comme il est plus à la BTT, tu vois, c'est pour ça qu'il dit ça. Tu vois, moi, comme tu le sais, j'essaie toujours d'être très honnête dans mes analyses. Euh, Sportivement, je vois pas d'évolution, pour être honnête avec toi. Enfin, sportivement, je dis pas dans son jeu à lui, mais euh, au niveau de sa carrière, je vois pas d'évolution particulière dans le sens où bah, finalement, il combat pas plus souvent. Il n'a pas d'adversaires qui sont plus rayonnants, brillants ou des gros noms. Je vois pas, comment dirais-je, de changement en particulier depuis son nouveau management. Voilà, pour être très honnête avec toi, en termes de régularité dans les combats, en termes pour moi, la situation, elle est du pareil au même, quoi. Et donc là, tu disais que le choix de justement de combattre à l'UFC London, c'était pas forcément ce que toi t'aurais suggéré, tu vois, si s'il était encore chez toi. Mais qu'est-ce que tu penses de l'adversaire qui est ancien champion du Cage Warrior? Est-ce que Bah, alors après, moi, tu l'aurais pris? ouais, excuse-moi. Alors moi, je dis pas que c'est une erreur hein, de combattre à l'UFC London, parce que bah, à la limite, pourquoi pas. Je dis juste que s'il avait été toujours sous mon management, j'aurais dit bah non. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Tu vas affronter un Anglais à l'UFC London. T'attends 1 mois et demi, tu vas affronter un étranger en étant français à l'UFC Paris. Ça me paraît bien mieux. Et il faut être honnête, le matchmaking de l'UFC est toujours avantagé pour le combattant qui reçoit. Et c'est normal, ça se passe partout pareil, tu vois. Donc moi, voilà, c'est ce pourquoi j'aurais pas moi fait ça. Maintenant, son adversaire, pour être très honnête avec toi, je le connais pas beaucoup. Maintenant, je pense pas que ce soit insurmontable, dans le sens où il est centième mondial, tu vois. Donc, ce qui n'est pas un classement mondial absolument incroyable. Bon, il a une très lourde défaite contre Ilia Topuria. En Ouais. plus, ouais. En Mais plus, Topuria qui est dans une catégorie inférieure en plus, hein, en featherweight à 66. Ouais, non, moi je pense que c'est un combattant moyen de l'UFC. Et de toute façon, il a un record négatif à l'UFC, hein. Il a 2 victoires pour 3 défaites à l'UFC. Donc, je vois pas comment Fares pourrait ne pas passer cet adversaire. Ça sent très bon la victoire de Faresiam, à mon avis, hein. super. Écoute, c'est parfait pour fermer la parenthèse de ce combat. Super. Voilà.
Tu vois, arrête, hein, l'auditeur se reconnaîtra. Voilà. Non, mais Voilà. attends, on va quand même expliquer aux gens parce qu'il y a un auditeur qui a dit qu'on avait des tics de langage. Ouais, Donc pour Kevin, c'était super et pour moi, c'était tu vois. Sauf que je me suis appliqué à ne pas faire le tu vois, il me semble, depuis le début du c'est... podcast. Autant que toi, tu m'as fait 3 super depuis le début, Ah quoi. Je tiens à le mince, signaler. je vais mettre un petit compteur à côté de nos prénoms. Voilà, C'est bon. voilà. On va passer à Morgan Charrière, qui combat face à Diego Silva sur le Cage Warrior 157. Donc là, pareil, on n'est pas très loin de l'UFC Paris. Morgan Charrière qui est la star du Cage Warrior, le Français qui nous représente le mieux là-bas. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce match-up, Guillaume, et de son adversaire, Diego Silva? Alors, c'est un adversaire, comment dirais-je, dont le record ne reflète pas du tout le niveau. Il est à 15-8 en record. Maintenant, c'est un mec très solide. C'est un mec très solide. J'invite tous les gens à regarder son profil. Il a perdu uniquement contre des tops. Et en plus, souvent, quand il perd, c'est en split decision, donc en décision partagée. C'est un adversaire dur au mal, dur à finir. Clairement, c'est pas un combat facile. Maintenant, dans l'évolution qu'on souhaite donner à la carrière de Morgan, dans sa progression pour rejoindre potentiellement l'UFC, c'est le genre d'adversaire qu'il est susceptible de rencontrer à l'UFC avec un cran légèrement inférieur. Et moi, comme je te dis toujours, les combattants, il faut les préparer. C'est-à-dire qu'on ne va pas préparer Morgan à partir à l'UFC, on le souhaite, en affrontant des mecs moyens. Parce qu'aujourd'hui, si on voulait prendre des mecs moyens, le Cage Warriors nous laisserait le faire. Parce que Morgan est la superstar là-bas. Donc par conséquent, on a, comment dirais-je, un champ de vision qui est assez large, tu vois. On peut faire un peu ce qu'on veut là-bas au Cage Warriors, tu vois. Maintenant, il faut que les combats soient raccords avec les objectifs. Tu peux pas crier haut et fort que tu souhaites rejoindre l'UFC et en parallèle affronter des mecs, tu vois, moyens sur le papier. Donc c'est un mec dur, c'est pas un combat facile. J'invite tous les fans de MMA à regarder ce combat parce qu'en face, on a un mec qui est super agressif, qui est méchant, qui a du cardio, qui a une bonne boxe. Donc là, on risque d'assister à une très, très, très grosse guerre. Super, donc combat qui sera diffusé sur RMC Sport. Ah ouais, je l'ai encore dit. Et je vais le cut. Non, je rigole. Ouais, ouais, Non, mais ça va être un combat incroyable, hein. Franchement, ouais. Morgan Charrière qui a une grosse communauté. Qu'est-ce qui lui manque selon toi, Guillaume, pour aller à l'UFC? Et il a 146 000 abonnés sur Instagram. Et c'est des vrais abonnés en plus, hein. Ouais, ouais. Ouais, et c'est des vrais abonnés, effectivement, parce que toi et moi, il faut expliquer aux gens. En off, on s'est amusé à aller jeter un petit coup d'œil à certaines grosses têtes du MMA français. On dira Et pas on les trouve blazes. non, 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 bien sûr, mais juste on trouve beaucoup d'incohérences entre le nombre de j'aime, le nombre de vues quand ils passent sur des podcasts, et cetera, et leur nombre incroyable de followers sur Instagram. Bref, en ce qui concerne, pardon, Morgan, les followers sont bien vrais. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qui lui manque? Bah, en fait, pas grand-chose. J'ai même tendance à te dire rien du tout. Le profil de Morgan est un petit peu plus compliqué à rentrer à l'UFC dû malheureusement à ses 9 défaites. C'est vrai que les 9 défaites, on aurait aimé s'en passer, notamment de certaines. Maintenant, elles sont là aujourd'hui, il faut les assumer, il faut avancer, tu vois? Mais je dirais que c'est le côté un peu négatif de son profil, quand on peut présenter son profil à l'UFC. Maintenant, hormis ça, tout est réuni en fait. Tout est réuni aujourd'hui pour que Morgan Charrière puisse rejoindre l'UFC, tu vois? Donc je ne te cache pas qu'on travaille, très dur à ce sujet parce que, bah, clairement, c'est l'objectif et il faut pas se cacher, c'est l'objectif. C'est tout ce qu'on lui souhaite et je pense que tous les auditeurs et tous ses fans n'attendent que ça, que le Las Ouais, Pirate enfile sa tenue Venom. Voilà. ouais, on le souhaite aussi, hein. On va travailler dur en tout cas à ce sujet, mais encore une fois, étape par étape. La première étape, c'est gagner le combat la semaine prochaine. On va passer à la rubrique de la Bulgaria Top Team, la BTT News, donc toute l'actualité de la BTT par son manager Guillaume. Le micro est à toi.
Ben écoute, je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois. Je t'avais expliqué qu'on avait Adem Afroun qui allait combattre sur la carte d'Hexagone le 28 Ouais, juillet, on va en reparler suivi du lendemain. la semaine prochaine de Hexagone. Ouais, voilà, très bien. Le lendemain, on a Abu Tunkara qui va affronter un adversaire très À solide en la l'Octogone. personne d'Ivan Bushinger à l'Octagone. Tout à fait. Le même jour, on a notre combattant flyweight anglais qui va tenter de défendre sa ceinture du Cage Warriors en Italie. Et la semaine d'après, on a un combattant polonais, Kevin Szaflarski, qui sera sur les Contender Series de l'UFC, avec potentiellement une signature pour un contrat à l'UFC. Donc voilà. Et ensuite, la prochaine étape, ça sera au mois de septembre. D'ici là, on aura le temps d'en parler. Mais pour le coup, on a beaucoup, beaucoup de combats pour le mois de septembre. Ça promet pour les semaines à venir. Et de toute façon, on vous fera donc des previews des cartes dans les prochains JDF. Donc voilà pour l'actualité de cette semaine. On va passer aux commentaires du précédent JDF. Donc JDF Allez, c'est parti. 24. D'ailleurs, bon, ben, comme d'habitude, hein, on vous remercie pour l'accueil que vous faites au podcast. On est de plus en plus nombreux à chaque épisode, donc ça fait plaisir. Voilà, ça permet d'avancer. Et du coup, je vais commencer par premier. Bon, on en a pas mal, hein, donc est-ce qu'on On fait comme d'habitude, Kevin, on trie par les plus les récents? plus récents. Voilà. Ok, ça marche. Et je te laisse en choisir un, Guillaume, si tu veux. Je te laisse le. Wow. Alors écoute, là pour cette fois, je n'avais pas eu le temps. Je ne suis pas allé voir les commentaires, mais il y en a un qui commence très bien. Bravo Guillaume, force aux agents de protection rapprochés. Tu fais honneur au métier de la sécurité dont je fais partie. Enfin, la médiatisation de l'humilité, ça fait plaisir. Un ancien des forces spéciales, un APR, un coach en Muay Thai. Restez comme ça, c'est nickel. Pédagogie pour les jeunes, franchement, lorsque l'on est sérieux, calme, déterminé, champion, ça sent la ceinture UFC. Bravo Guillaume, la paix arrive par la guerre. Il faut faire la guerre pour habiter rue de la Paix. C'est exactement ça. Dédicace à Booba avec son magnifique morceau, rue de la Paix. Et non, voilà. En fait, nous, on essaye un maximum de faire véhiculer nos vertus sans vouloir se faire passer pour des gens que nous ne sommes pas, en fait, tu vois. Tu as vu, moi, quand on fait les podcasts, en fait, on rigole, on est très naturel, etc. Parce que voilà, on joue pas un rôle, on montre qui on est, et voilà, si ça plaît aux gens, si ça les touche, on est ravis. Donc, merci beaucoup à toi pour ton commentaire, mon cher Pasquo Solide, R2828. Et voilà, je te laisse en sélectionner un, Kevin. Ben, on a Abou Ali 75 qui nous dit Pelletier respire la bienveillance. Est-il possible de réussir dans ce milieu sans être vicieux? Euh, ça, c'est une question incroyable. Et je vais te faire une réponse incroyable. Euh, je respire la bienveillance avec les gens bienveillants à mon égard. Je suis capable de faire preuve d'une grande hypocrisie et d'une grande malhonnêteté avec les gens qui en font preuve à mon égard. Et je pense que c'est un des secrets de la réussite, c'est le fait de rester soi-même, mais de ne pas non plus baisser la tête ou se travestir. Il faut rester qui on est et, et voilà. Mais ce métier, en fait, demande en fait, il faut avoir une garde-robe à la maison avec différents costumes et tu peux changer régulièrement de costume en fonction de ton interlocuteur. Tu as des gens qui te veulent du mal et au niveau des quand je parle des négociations, attention, hein, qui te veulent du mal. Tu as des gens qui clairement, quand ils te contactent pour un combattant, c'est pas pour le mettre dans de bonnes dispositions, c'est pour le faire perdre parce que le mec il a une hype et cetera, tu vois? Donc il faut savoir aussi s'amuser de ça et de jouer avec ça, tu vois? Donc l'hypocrisie, c'était quoi la question? C'était est-ce qu'on peut être dans ce métier sans faire C'est- preuve d'hypocrisie, c'est Ouais, est-ce ça? qu'on peut réussir ouais, en étant Voilà. sans être vicieux? Je vais peut-être malheureusement décevoir des auditeurs, mais du vice, j'en fais preuve. J'en fais preuve pour les raisons que je viens de citer. Parfois, il faut savoir faire preuve de vice pour arriver à ses fins. Mais attention, le vice, on s'en sert toujours avec les gens qui pensent avoir le tournevis, tu vois? On s'en sert jamais avec des gens sains d'esprit, tu vois? C'est-à-dire que moi, les combattants avec lesquels je travaille, ils sauront te dire, si tu leur poses la question, que
il n'y a pas un degré de vice à travers moi, tu vois. Mais je suis capable d'être vicieux quand il le faut, tu vois. Et si ça protège mes intérêts ou ceux de mes combattants, quoi. Voilà. À mon tour. À mon tour, parce que j'ai vu un bon commentaire. Attends, je remonte. Juste pour ça, le JDF est devenu l'un des meilleurs médias du MMA. Voilà. Je lirai pas la suite parce que c'est trop flatteur à mon égard. Donc merci beaucoup, Remix de Francia. Encore une fois, les mecs, si vous kiffez, c'est le principal. En fait, on le fait pour nous parce qu'avec Kevin, on s'aime bien et on aime discuter comme ça du MMA, mais on le fait aussi et surtout pour vous. Donc si vous êtes là, que vous suivez les gars, merci à vous, à toi Kevin. Alors, tiens, on m'a dit, tiens, il y en avait un, mais en tant que manager, est-ce que ton combattant qui déclare publiquement qu'il ne veut que l'UFC, ça ne le dévalue pas lors des négociations? Et est-ce que BSD ne peut pas obtenir plus s'il est à côté d'une grosse offre au PFL du Bellator, surtout si c'est 5 fois la proposition de l'UFC? Alors, c'est une question intéressante. Comment dirais-je Là, tu es en train de voir, là, tu es en train de comprendre. Attends, il va nous sortir une langue de bois d'enfer, là, tu vois. Et oui, effectivement, je suis en train de me poser la question, comment je peux répondre à cette question, comment je peux m'en sortir sans égratignure. Parce qu'en fait, attends, le début de la question était, en tant que manager, est-ce que ton combattant qui déclare publiquement qu'il ne veut que l'UFC, ça ne dévalue pas lors des négociations? En fait, je veux en venir où? Je veux en venir à un sujet délicat, c'est le sujet d'Abdul. Je le vois aujourd'hui call out tous les combattants de l'UFC. Et en fait, si tu veux, comment je pourrais t'expliquer? Dont Thiago Euh, Moïse, hein. Excuse-moi, Malheureusement, ouais. je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est incroyable. Ouais, 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 je sais, mais j'avais pas envie d'en parler parce que je veux pas qu'on pense que je me réjouis du malheur des autres. Bien au contraire, moi je l'ai dit, il faut qu'Abdul soit à l'UFC, il doit être à l'UFC, sa place est à l'UFC, donc ça, il y a pas de discussion là-dessus. Maintenant, je pense, et ce commentaire, il est incroyable, je pense qu'il se fait du mal dans le fait de call out tout le monde comme ça. En fait, aujourd'hui, il montre trop qu'il veut rejoindre l'UFC et qu'il est prêt à tout pour rejoindre l'UFC. Et il en devient même plus très attrayant pour l'UFC parce qu'en fait, c'est trop en fait. C'est les gars, s'il vous plaît, mais signez-moi quoi. Je vous prends. Tu sais, je pense que dans des négociations, pour que ça se passe bien, il faut donner le sentiment à la partie adverse que tu peux aller voir ailleurs. C'est ce qui fait que des négociations sont bonnes. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr, bien sûr. Sauf Sauf que là, en fait, on le voit Mm. trop qu'il veut absolument rejoindre l'UFC, qu'il veut que ça. Il fait des tweets tous les jours pour call out des mecs pour essayer de rentrer absolument. Je pense qu'il se dessert en faisant ça. Je pense qu'il se dessert. Je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie pour rejoindre l'UFC. Je pense que l'UFC, il faut être aussi capable de leur montrer. Bon, écoutez les mecs, aujourd'hui, je suis à 16-1. Je crois qu'il est à 16-1, Abdoul, hein, tu me confirmeras. Je crois que c'est ça. Aujourd'hui, les mecs, je suis à 16-1. Je veux venir chez vous. Maintenant, attention, les mecs, si vous vous la racontez trop avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, je vais partir ailleurs, quoi. Tu vois, je pense que c'est un message qu'il faut savoir faire passer, tu vois, histoire de donner un peu un intérêt de te signer, tu vois. Sauf que là, tu vois, c'est comme un peu, t'as déjà eu une femme amoureuse de toi qui t'appelle 10 fois par jour, tu vois. Non, mais t'as pas remarqué? Rigole pas! Non, mais On parle c'est que sérieux, t'es le là. king, Guillaume, pour trouver des métaphores comme ça, pour faire imager les choses. Oui, oui, on Ok, l'a tout. mais regarde. Je pense que tous les auditeurs l'ont eu, cette femme. Voilà, bah tiens, regarde, là on va faire deux femmes. Tu as une première femme, elle t'appelle 10 fois par jour. Je suis amoureuse de toi, je veux me mettre avec toi absolument. Kevin, viens me voir. Et tu as l'autre femme, tu as vu, tu comprends pas trop. Elle, tu lui envoies des messages, tu essaies un peu de lui rentrer les pieds, tout ça, tu vois, et tu comprends pas si elle est réactive ou pas. Et tu as vu, elle t'intéresse beaucoup plus, celle-ci. Tu es d'accord C'est ou pas, clair, tu vois? c'est clair. Bon, bref, je me suis un peu éparpillé, mais tout ça pour dire, moi j'ai un peu de malaise aujourd'hui quand je vois, c'est trop en fait, tu vois, c'est trop, tu vois, call out tous les jours, tu vois, je suis pas sûr que ça l'aide. Je suis pas sûr. Je pense même que ça pourrait le desservir. Voilà. Ouais, c'est vrai, je te rejoins, hein. Et on voit là le forcing qui est fait médiatiquement. Et même à un moment, ils avaient fait un tweet, enfin, voilà, demander aux gens d'envoyer un message
Donc ouais, c'est vrai que c'est embêtant, ouais. Bah, et tu J'avoue. vois, pour le reste de la Mm. question, euh, alors, s'il y a une grosse offre PFL ou Bellator, donc en ce qui concerne BSD, j'arrête la discussion tout de suite parce que pour le coup, je suis ravi des négociations. Pour le coup, je m'étais fixé un objectif pour les négociations. Évidemment, j'ai tapé beaucoup plus haut, hein, parce que tu sais comment c'est. Mm. Si je te dis un chiffre, tu vas me donner 2 fois moins et on va s'entendre sur le chiffre du milieu, tu vois. Tu vois? Ouais, bien Donc sûr. si mon chiffre de départ, c'est mon objectif final, bah, il faut que je te donne plus haut à la base, tu vois? Donc c'est ce que j'ai fait. Donc au final, moi, je suis ravi des négociations. Donc je suis pas sûr qu'une organisation aurait pu donner 2 ou 3 fois plus à Benoît. Maintenant, je vais revenir sur le sujet d'Abdoul pour finir, parce que c'est le sujet qu'on a ouvert là tout de suite. Heu et moi, je lui conseille, si ça bloque, finalement, on a entendu qu'il avait une offre à 6 chiffres, je crois, pour aller au PFL. Bah, va au PFL. Va au PFL, gagne le tournoi, prends la ceinture. Gagne le tournoi, prends la ceinture. Une fois que tu auras pris la ceinture, déjà d'une, tu seras millionnaire et peut-être qu'à la suite de ça, l'UFC se dira: «Bon, là, tu vois, le mec, bon, Mais tu c'est sais, du sérieux, c'est du solide, quoi». Guillaume, pour être transparent avec les auditeurs, toi à l'époque, quand tu étais le manager d'Abdoul, à l'heure actuelle où tu vois que ça bloque, t'as pas d'offre de l'UFC, tu conseilles à ton athlète d'aller au PFL ou tu lui dis écoute, attends encore un peu, tu vois, parce qu'il faut se mettre aussi à sa place. Mmh. Je sais pas, est-ce que tu vois, on sait il veut que l'UFC quoi, donc ça doit Ouais, être compliqué pour lui d'aller au c'est une bonne PFL. question. C'est une bonne question. Là, je lui dirais d'attendre jusqu'à 2 semaines avant l'UFC Paris, tu vois? On ne sait jamais. Sur un malentendu qui est, quelqu'un qui se blesse, tu vois? Une opportunité qui se crée. Maintenant, moi, ce que je lui dirais, c'est: «Regarde, si ça passe pas pour l'UFC Paris, bah, on attend janvier 2024, la nouvelle saison du PFL. Je te rentre dans le tournoi, tu deviens millionnaire». Parce que attention, qu'on soit clair, hein, Abdoul, il rentre dans le tournoi du PFL à 70, il est millionnaire, hein. Il bat Aubin Mercier, hein, qui est le champion actuel. Je ne sais pas quel est le champion 77, mais il le bat aussi, hein. Il peut rentrer sur les 2 tournois en même temps, il va être double millionnaire, tu vois? C'est pas un problème. Donc moi, oui, ce que je pense, c'est si ça ne fonctionne pas pour l'UFC Paris, c'est clairement moi ce que je lui aurais conseillé de faire. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, moi j'ai fait une story il y a pas très longtemps justement où je disais que je pense que juste à l'heure actuelle, il aurait peut-être dû, tu vois, rester chez toi. Je le dis ouvertement dans le JDF. Après, bon, ça n'engage que moi et c'est ça, chacun fait ses choix. Mais à chaque fois qu'on parle d'Abdoul, justement, j'espère vraiment, tu vois, que dès qu'on va sortir le JDF, ben, il y aura l'affiche avec son nom sur l'UFC, tu vois. J'attends, Bien sûr. j'attends, j'attends ça, tu vois, avec impatience pour contredire un des JDF, parce que voilà, et beaucoup de gens en parlent, hein, il est dans beaucoup de discussions, donc c'est clairement la signature qu'on veut voir, et parmi tant d'autres, hein. Mais quand même, il manque beaucoup de monde encore sur cette carte de l'UFC Paris, donc il y a quand même espoir. Tu Je vois, sais des pas s'il manque Taylor beaucoup de Français. Lapillus, Taylor Lapillus, Nassourdine Imavov, tous ces combats n'ont pas encore été officialisés. Je comprends, mais ils seront peut-être jamais officialisés finalement. Il y avait combien de Français l'année dernière à l'UFC 5, Paris, Kim? 5. 5, il y en a combien cette année? On a William Gomis, on a Ouais. Nora Cornol, on a Manon Fiorot, on a Cyril Gann, Cyril Gane, BSD. Benoît Saint-Denis, donc on est déjà à 5. Ok, On n'a pas de garantie, hein, qu'il y ait ouais, d'autres, ouais, c'est vrai. combattants français. Parce Moi que aujourd'hui, ce qu'il faut Kevin savoir, je Jousset, suis j'ai en eu l'info, il sera sûrement pas sur l'UFC Paris, mais sur les ouais, prochaines. Enfin, OK. son manager Moi, je lui a suis en dit de se tenir discussion, prêt. Ouais. je te donne une info, hein. Je suis en discussion, pour un combattant français à l'UFC. Clairement, ce que l'UFC m'a dit, c'est: «Si on a la place pour le mettre, on va le mettre. On va te le mettre». Mais ils m'ont dit: «Aujourd'hui, on n'a pas de place, en fait, pour le mettre. Si on peut en créer une, on va le mettre», tu vois? Donc c'est pour ça que moi, j'ai des gros doutes, hein, quant au fait qu'il y ait plus de combattants français à l'UFC, hein. Je suis pas sûr, hein, tu vois? Donc voilà. Après, tu sais, pour rebondir sur c'est quoi? C'est une story que tu avais fait pour dire que si Abdoul était toujours à la BTT, il serait certainement à l'UFC, c'est ça? C'est ça, et d'ailleurs, j'ai reçu énormément de messages de gens qui m'ont dit, qui m'ont réconforté dans cette story, tu vois, qui m'ont dit ouais, t'as raison, et on pense pareil. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui osent pas le dire, tu vois, par Mmh. par peut-être peur de blesser
ou de, tu vois, d'aller à l'encontre d'un management, voilà. Ouais, ouais. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, enfin, les gens savent qu'il y a pas de trucage ici, tu sais, on est naturel. Mais je pense que les gens ont compris qu'en aucun cas, j'ai participé au fait que tu fasses ce poste, hein, parce que très certainement Non. d'autres personnes pourraient le penser. Donc déjà, je voudrais publiquement te remercier quant au fait que tu l'aies fait. Je voudrais te remercier quant au fait que tu le penses. Euh, Maintenant, tu sais, en fait, je me rends compte que moi, j'ai grandi, tu vois. Je me rends compte qu'en 2 ans de temps, j'ai beaucoup grandi, tu vois. Je me rends compte que j'ai beaucoup évolué. Et, euh, et je voudrais remercier bah, les fois où certains combattants m'ont fait traverser ce genre d'étape. Parce que franchement, Kevin, ça m'a fait grandir à une vitesse incroyable. Il m'aurait peut-être fallu 10 ans pour évoluer de la façon dont j'ai évolué ces 2 dernières années en tant que manager, tu vois. La séparation avec Abdul, ça a été très dur, extrêmement dur. Mais finalement, ça m'a fait beaucoup évoluer, tu vois, sur ma façon de voir les choses, tu vois, sur ma façon d'appréhender. Et en fait, j'ai pas de rancœur par rapport à ça. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le sport est ainsi fait. Tu sais, il y a quelques minutes, j'étais en live Twitch avec un de mes amis sur Dubaï et je lui donnais l'exemple de Zlatan Ibrahimovic au PSG, tu vois. Zlatan est arrivé comme une star au PSG et il est reparti comme un indésirable. On a voulu lui indiquer la porte de sortie parce qu'il était plus désiré dans l'équipe, quoi, tu vois. Tu as vu, les choses évoluent, le sport, ça va vite, les choses avancent, tu vois. Donc, il n'y a pas de temps pour les regrets, il faut pas avoir de regrets. C'est arrivé, c'est fait, c'est comme ça, il faut l'assumer. Maintenant, si je peux me permettre une petite remarque, euh, la seule chose que je regrette, et ça vient vraiment du cœur, ce que je vais te dire, c'est que j'ai l'impression quand les combattants comme si cette personne n'avait jamais existé. Je m'explique. J'ai vu l'interview d'Abdul sur Zach en roue libre, c'est ça? Ouais. Ouais, une interview qui a fait beaucoup de vues et tout. Et je l'ai regardé aussi pour te dire la vérité. Et en fait, Abdul nous retrace tout ce cours sportif. Et en fait, à aucun moment il parle de moi ou de la BTT. Et je me dis, tu sais, c'est quand même fou. On peut s'être séparés, on peut aujourd'hui ne plus travailler ensemble et même ne plus du tout communiquer, hein. Avec Abdul, on s'envoie même plus de messages, on parle plus. Mais, mais pourquoi faire comme si aujourd'hui la BTT n'existe pas, n'existe plus? Pourquoi est-ce que Guillaume ne pas citer son nom? Pourquoi faire comme il avait jamais travaillé? Pourquoi toutes ces mésaventures qu'il a eues, toutes ces galères, toutes ces fois où ça a été compliqué de te placer? Enfin, tu vois, pourquoi est-ce qu'il faut, quand, heu, quand tu te sépares de quelqu'un, pourquoi cette personne maintenant s'appelle «on», tu vois? On m'a signé, on m'a mis là, on m'a fait ci, tu vois? Tu sais, je trouve qu'il y a un côté bizarre à ça, tu vois? C'est pour ça que je trouve qu'en France, on a encore un petit peu de retard, c'est notamment sur ces séparations. Tu vois, il y a beaucoup de management américains dans lesquels il y a des séparations. Il y a des combattants aussi qui quittent, Ali Abdelaziz, hein. Tu sais, moi, j'ai des combattants de Ali Abdelaziz qui m'écrivent. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé ça. J'ai des combattants qui sont chez Abdelaziz, qui m'écrivent, qui me disent: «Bon, j'ai envie de bouger» et cetera, tu vois? C'est des choses qui arrivent, tu vois? Maintenant, c'est pas parce que ça arrive qu'il faut renier, tout ce qui s'est passé précédemment, tu vois? Ça, c'est un Ouais. truc que je regrette. Et la dernière mention, excuse-moi, avant de te laisser la parole, c'est je regrettais même, si tu veux, dans le podcast, à aucun moment il parle d'un homme qui s'appelle Kajimurad Ismailov. Kajimurad Ismailov, c'est comment dirais-je, bah, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que les gens connaissent Abdul depuis 2 ans maintenant seulement, bah, c'est celui qui a fait Abdul, en fait, si tu veux. S'il n'y a pas de Kajimurad, il n'y a pas d'Abdul, en fait, si tu veux. Et, euh, et je trouve ça triste, en fait, si tu veux, quand tu as un athlète qui retrace sa carrière, qui explique, qui fait son autobiographie, bah, il cite plus les noms des gens avec qui il s'est séparé, tu vois. Je trouve ça triste. On Mm. peut se séparer, mais on a existé un moment, tu vois. On n'est pas obligé de renier ce passage-là, quoi. C'est vachement intéressant ce que tu dis, Guillaume. Ce manque de reconnaissance, ben, tu vois, si j'ai la chance de justement d'interviewer Abdul un jour sur After Fight, ça serait vraiment une question que j'aimerais lui Ouais. poser. Et ben, ça me fait beaucoup penser. Ouais, vas-y. Juste, je me permets, hein, Vas-y, je vas-y, suis Guillaume. désolé, mais je suis obligé Vas-y, de vas-y, rebondir. Guillaume. Tu parles de manque de reconnaissance, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je m'en fous, hein, je m'en fous complet, hein. Ça me fait, en fait, émotionnellement, ça me fait aucun mal, ça me fait aucune peine quand je le vois faire ça. Même au contraire, ça me fait un peu rigoler. Je me dis, putain, quand même, c'est ouf, hein. C'est ouf, hein, quand même, hein. C'est ouf, t'as vu? Une fois que tu te sépares du mec, le mec, il n'existe plus, en fait, si tu veux. C'est comme s'il avait jamais été là, c'est comme s'il t'avait jamais aidé, c'est comme s'il avait jamais rien fait pour toi. Je me dis, putain, c'est quand même incroyable, quoi, tu Ben, vois. nous Mais aussi, je pense que les fans, on connaît l'histoire, tu vois.
Et quand on l'écoute et qu'on n'entend pas ça, et je pense à aussi pour changer un peu de côté, tu vois, que les gens ne croient pas que je dis ça parce que tu es là, ça me fait penser aussi beaucoup à Francis Ngannou et Fernand Lopez. Quand tu écoutes Mhm. Francis Ngannou parler, en Ouais, fait, il parle très peu du MMA Factory et de ce que son manager a fait pour lui. Donc ce problème, comme tu dis, il est récurrent. Et moi, je trouve ouais, ça malhonnête un peu, tu vois, quand même, de ouais. pas Très très oser, bon exemple. tu vois, c'est malsain de pas avoir cette Très 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 reconnaissance. bon exemple, Kevin. Et, et je pense qu'il y a une question que tous les auditeurs, ils ont envie que je te la pose, Guillaume, et que ce Oh, soit oh. pour Fares ou pour Abdul. Est-ce qu'il y a possibilité qu'un jour, ils reviennent à la BTT dans ton management? Est-ce que la machine arrière, comme on dit, la marche arrière, elle est cassée? Tu vois? Est-ce que ça peut exister dans l'histoire du management qu'un... Je parle de toi là, mais j'aurais pu citer l'exemple de, tu vois, Francis Ngannou qui retourne avec Fernand Lopez, tu vois, ou un combattant qui retourne avec Ali Abdelaziz. Est-ce que ça existe dans le management, la marche arrière? Alors déjà, pour reprendre ton exemple sur Francis Ngannou, je trouve qu'il est absolument incroyable. On l'a tous oublié d'ailleurs cet exemple, hein, on n'en parle plus, mais effectivement, Francis Ngannou a été élevé au biberon, j'ai envie de dire, par Fernand Lopez. Et quand on entend malheureusement Ngannou parler, on a l'impression que Lopez n'a jamais existé. Et tu sais, on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux. Il y a certainement eu des phases de grosses tensions, de grosses incompréhensions. Il y a peut-être même eu, je ne sais pas, j'exagère, de la malhonnêteté, peut-être même du vol, peut-être même je ne sais quoi. Mais quand tu retraces ton parcours, quand tu expliques euh, voilà, comment tu en es arrivé là, bon, rien ne t'empêche d'aller au bout des choses et d'expliquer tout, tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne un retour, non, 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 je pourrais pas, Kevin. Je pourrais pas parce que il y a eu un moment où la confiance a été trompée, en fait, si tu veux. Il y a un moment où la confiance s'est brisée. Et pour ceux qui me connaissent savent que pour moi, c'est une valeur extrêmement importante. En fait, moi, j'arrive pas à travailler avec une personne en qui j'ai pas confiance. Donc, dès lors qu'une personne t'a trahi, parce que pour moi, c'est de la trahison, hein, en fait, la façon dont les choses se font, souvent, c'est de la trahison. C'est-à-dire que en fait, je vais m'expliquer. Là, je ne donne pas d'exemple de un tel ou un tel. Je donne un exemple général. C'est-à-dire que quand il y a une séparation, quand c'est un combattant qui veut se séparer de son manager, jamais il vient, il pose les choses. Ça n'arrive jamais. Bon, écoute, mon manager, en ce moment, il se passe ça, ça ne me va pas. Est-ce qu'on peut travailler sur une solution ou peut-être que moi, je vais être amené à discuter avec un autre manager, voir s'il peut m'amener ces solutions-là. Tu vois, ça n'arrive jamais. En fait, quand le manager... Écoute-moi, c'est la maladie tu sais, du trompeur, du mec qui s'est fait tromper, tout le monde est au courant sauf lui, quoi, tu vois. Ah, mais regarde, regarde. En fait, le manager, c'est toujours celui qui le sait au dernier moment. C'est-à-dire que le combattant, il fait son business, il s'en va discuter avec les nouveaux managers, il fait son business, il négocie ce qu'il peut avoir, les pourcentages, les machins, les trucs. Et c'est qu'à la fin où il a signé le contrat, il vient voir son ancien manager en disant bon, et tu vois, tu as compris direct, tu vois. En fait, si tu veux, souvent, le combattant est pas du tout dans la recherche de solutions avec son manager, si tu veux. Il vient pas lui exposer les faits dans le but de trouver une solution. Il vient lui exposer les faits une fois qu'il l'a déjà remplacé, qu'il est déjà passé à autre chose, etc., etc., quoi, tu vois. Et c'est ça que je déplore, tu vois. C'est ça que je déplore. Euh, Maintenant, pour finir, la seule fierté que j'ai, moi, avec tout ça, c'est que l'histoire m'a montré que les combattants qui ont pu quitter la BTT n'ont jamais été mieux ailleurs ou ont jamais explosé après avoir quitté la BTT finalement, tu vois. Donc, je pense... Enfin non, je pense pas. Moi, je suis persuadé qu'on fait un excellent boulot. Je suis persuadé qu'on est extrêmement professionnel. Et voilà, tout simplement. C'était pas prévu hein, de s'éparpiller comme ça du Ouais, sujet, mais cette c'est petite intéressant. aparté, j'espère que vous aurez apprécié cet échange avec beaucoup de sincérité pour les auditeurs. Petite dernière question, Guillaume. Pour le prochain JDF, est-ce qu'il serait pas intéressant pour Ibrahim Mané de retourner au Brave AFC? Car le RS semble compliqué pour le titre étant donné qu'il s'entraîne au Factory et qu'il est managé par la BTT et qu'ils vont prioriser les combattants de leur management comme Baki. Alors qu'au vu des résultats, il est clairement légitime pour le titre actuellement. Il est dans une forme monstrueuse et pourrait même prendre la ceinture du Brave. Je rejoins un petit Question peu de cette gars. analyse.
Ouais, pour être honnête, je rejoins. Tu as dit, attends, bouge pas, pour le citer. Ouais. K 13001. Voilà, gars 13001. Bah, notre ami de Marseille, du coup. Attends, le 01, c'est quoi? C'est quel arrondissement? Le premier, c'est quoi? Non, moi j'habitais dans le deuxième à l'époque. Attends, le premier, je sais pas ce que c'est. Bon, bref, c'est pas grave. Notre ami du 13001. Euh, j'ai tendance à penser la même chose que lui, effectivement. J'ai tendance à penser que Arès, et en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure dans mon argumentaire. Euh, Arès, aujourd'hui, va prioriser des mecs pour lesquels il y a des intérêts communs. Intérêts communs, c'est entre le management et le promoteur. Tu vois. Euh, la, la communication d'Arès ne montre pas qu'il souhaite donner la ceinture à Ibra Mané, effectivement. Ce que moi je pourrais vivre comme une grande injustice, parce que clairement aujourd'hui Ibra, pour moi, hein, encore une fois, c'est pas du pipeau, c'est pas de la provocation déguisée en fait. Si tu veux, pour moi aujourd'hui, selon ses résultats, c'est le plus apte, le plus légitime à combattre pour la ceinture. Si l'occasion ne lui est pas donnée, il se pourrait effectivement qu'on travaille sur un plan B si le plan A fonctionne pas correctement. On n'est jamais à l'abri, hein, c'est sûr. Super. Et Guillaume, on avait une question de William Super. Miam 8803, justement, où il parle justement il est très long le commentaire. Donc déjà, je le remercie d'avoir pris le temps d'écrire un si long commentaire. Il faudrait faire une pétition concernant le no contest de Benoît Saint-Denis face à Élisée. Et justement, il y a un très beau podcast sur Fight Mind de Chris Genach avec Aldric Assata où ils expliquent un peu l'USADA, comment ça se passe, les no-shows, tout ça. Enfin, vraiment, allez voir ce podcast, il vous explique bien comment ça se passe, les tests d'antidopage donc à l'UFC. Et justement, il parle aussi de ce problème qu'il y a eu avec Benoît Saint-Denis et Élisée. Il dit qu'en fait, il y a des tests qui sont faits avant, après, et que les no-contests, en fait, c'est que avant, du coup, de monter en gros dans la cage. Mais après, quelques mois après, on ne peut pas transformer. Si on est popé pour dopage, ça se transformera jamais en no-contest. Est-ce que tu peux nous éclaircir un peu là-dessus, toi? Euh, Qu'est-ce qu'il en est de cette défaite Alors, qui fait tâche hein, sur le palmarès de Benoît? elle fait tâche, effectivement. Alors après, moi, la stratégie que j'ai donnée à Benoît, c'est de continuer à communiquer sur le fait que c'est un combattant invaincu. Parce que pour nous, dans les faits, c'est un combattant invaincu. C'est clairement un combattant qui a perdu contre un combattant chargé. Et par conséquent, ce résultat devrait être modifié en no contest. Maintenant, dans la vie, les choses ne sont pas si simples. Dans les faits, c'est ce que j'aimerais. Euh, mais dans les actes, euh, comment je pourrais dire, on va essayer de comparer ça un petit peu au code de la route. Euh, le code de la route, je crois que par exemple, si tu roules sur l'autoroute à 170 au lieu de 130, la police, elle va juste t'arrêter, prendre ton permis et, derrière, qui est-ce qui prend la décision? Je crois que c'est la préfecture, c'est ça? C'est la préfecture qui prend la décision de la suspension de ton permis. Tu vois, Je crois. finalement, ça n'a rien à voir avec la police, tu vois. Bah, en fait, là, on est un petit peu dans le même cas de figure. Ce qu'il faut savoir, les gars, et ça, c'est important, hein, c'est une donnée qui est très importante à prendre en compte, c'est que tout ce dont on est en train de parler n'a strictement rien à voir avec l'UFC. Et c'est là, en fait, où c'est problématique, c'est que si tout ça dépendait que de l'UFC, effectivement, ça devient beaucoup plus facile de mettre un coup de pression sur l'UFC ou de tenter une action contre l'UFC pour rétablir le résultat qu'on souhaite. Le problème aujourd'hui, c'est que l'UFC n'a rien à voir avec ça, et je dirais même n'a aucun pouvoir là-dessus. Bah tiens, regarde, prenons l'exemple. Tiens, on va faire un truc bien. Prenons l'exemple de Ares avec l'AFLD. Euh, Damien Lapillus a été topé pour dopage à Ares dans l'organisation de son entraîneur et manager. Donc tu imagines bien que ça n'arrange pas le promoteur, qui est accessoirement aussi l'entraîneur et le manager, que Damien Lapillus soit pris pour dopage. D'accord? Et pourtant, il vient de prendre une suspension de 3 ans.
Parce qu'en fait, si tu veux, Ares n'a aucun pouvoir, aucun angle de tir, rien du tout en ce qui concerne ces décisions-là. C'est la FLD qui gère tout. En fait, c'est-à-dire que, heu, la FLD a décidé que la suspension pouvait est de 3 ans. Nous, on peut juger, pardon, que ça ne mérite pas 3 ans, mais tu pourras rien y faire parce que les règlements sont ainsi faits, tu vois? Bah, là, en fait, c'est le même cas de figure pour Élysée. C'est-à-dire qu'il y a pas de rétroactivité. C'est-à-dire que si tu te fais contrôler positif avant le combat, effectivement, ce combat-ci, soit tu vas le perdre, soit ce sera en no contest. D'accord? D'accord. Maintenant, si tu es contrôlé pendant une période après combat, il y a pas de rétroactivité. C'est-à-dire qu'on se dit pas: «Bon, bah, tiens, regarde, il a été pris le 1er juin en positif, bah, son combat d'avril, on le change en défaite». Il y a pas de ça. C'est-à-dire que la suspension va commencer le 1er juin, au moment, où il est testé positif. Tu comprends? D'accord. En fait, c'est-à-dire que ça dépend pas de l'UFC malheureusement et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. Donc évidemment, les gens doivent savoir que moi je me bats pour faire changer les choses. Ouais, t'en as fait changer par le passé en Hem, plus. voilà. C'est ce sur quoi j'avais pas envie de revenir, mais oui, j'ai déjà changé une décision pour Abdul, notamment. J'ai changé aussi une décision pour Benoît, aussi par le passé, pour quelque chose de très juste, hein. Il avait pris un coup de tête et la commission en face, disait que c'était, un docteur stoppage pour coupure, tu vois? Donc disons que je sais quand on peut pousser et quand on peut pas pousser. Mais là, clairement, ça va être très difficile. Je vais me donner corps et âme comme d'habitude, je vais tout tenter, tout donner. Je suis déjà depuis un moment sur le dossier, mais les choses font que ça va être très compliqué. Voilà, malheureusement. Super. Eh ben, on en a fini. Super. Ah, super podcast, magnifique. Ouais, Super question de nos auditeurs. ouais, Voilà. c'est cool. Ouais, très très cool. Merci, merci à vous. On va clôturer donc le JDF épisode 25. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Les gars, posez vos questions pour le prochain. C'est toujours un plaisir de vous lire. Guillaume, c'était un plaisir de t'écouter. J'espère que les auditeurs auront pris autant de plaisir que moi j'ai à t'écouter lors de ce podcast. Voilà, merci pour ton expertise et pour ton avis sur tous ces sujets. C'est toujours un plaisir à chaque épisode. Eh beh, écoute, tout le plaisir était pour moi. Aujourd'hui, on est dans une période où le MMA est calme. Il y a beaucoup moins d'événements qui s'organisent. Donc les gars, c'est le moment de poser des questions. Justement, on a le temps d'y répondre. Donc faites-vous plaisir les gars. S'il y a quoi que ce soit, un sujet que vous voulez aborder, des interrogations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. On ouvrira les sujets avec un grand plaisir et voilà. Merci à toi Kevin, encore une fois. Merci à vous tous qui nous suivez et à la semaine prochaine les gars.